Le Plombier est un film qui date de 1979. C'est à la fois assez tôt dans la carrière de Peter Weir, qui a pourtant fait 3 longs métrages auparavant, qui sont donc Les voitures qui ont mangé Paris, Picnic à Hanging Rock et La dernière vague. Mais c'est le tout dernier des films de télévision de Peter Weir, qui avait longuement travaillé pour la télévision auparavant et qui par conséquent met un point final à cette carrière télévisuelle avec ce téléfilm assez étonnant, assez curieux, peut-être pas tout à fait dans la veine de ce qu'il nous a habitués à voir, mais sur lequel il y a quand même pas mal de choses à dire et je pense qu'on va en parler un petit peu maintenant. Plumber, love. Oh, you must have the wrong unit. Well, you're 15C. Yes, but we didn't call a plumber. No worries, just a routine check. I'm from admin. What? University plumber. Oh, I see. Didn't they call you? No. Typical. Look, I'm sorry to inconvenience you like this, but we have to check all the pipes. Well, you better come in. Tell her. Alors, je disais qu'il avait fait de la télévision. En réalité, Peter Weir est entré dans la carrière par la télévision. Il est né en 1944. Voilà, c'est un peu contextualisé, ce qui permet de rappeler qu'il fait partie de cette nouvelle vague australienne, il est contemporain de James Campion, de Philip Noyce, de George Miller, enfin de gens qui ont tout à fait percé et dans les médias et dans le public, et qui ont construit une œuvre. Et il est donc contemporain aussi de cette génération des années formées dans les années 60, contestataires, qui voient le monde d'une façon un peu différente, en tout cas évidemment marquée par la guerre, et la guerre va être présente d'ailleurs dans plusieurs de ses films. Et il arrive, il le dit lui-même, il a fait des études assez, enfin pas terribles du tout, il a étudié le droit, voilà, il s'est cherché. Et c'est un petit peu par hasard qu'il arrive à la télévision, et à la télévision il a fait un petit peu de tout. Il a fait de la régie, il a joué par-ci par-là, il a écrit des bouts de scénario, voilà, il faisait ce qu'il pouvait. Et il s'est tellement cherché que d'ailleurs il a passé une bonne partie de son temps ailleurs, en Europe. C'est d'ailleurs en France qu'il a eu l'idée de son premier long métrage, dont nous reparlerons, Les voitures qui ont mangé Paris, et c'est en Angleterre qu'il a écrit le scénario, comme quoi. Mais l'Australie le marque. L'Australie lui permet donc de travailler à la télévision, de faire des courts-métrages, de travailler sur des émissions de flux. Et notamment, il y en a une qui vraiment va le marquer et va marquer les spectateurs, une émission récurrente qui n'est pas réellement arrivée jusqu'à nous en Europe, mais que peut-être avec un petit peu de perspicacité sur laquelle on pourrait mettre la main, qui s'appelait le Auntie Jack Show. Et d'après ce que j'ai pu en voir ou en lire, il semblerait que ça soit vraiment dans l'esprit des Monty Python, c'est-à-dire un délire non-sensique avec des personnages, quand je dis haut en couleur, on est vraiment déjà au-dessous de tout, des personnages très frappadingues, burlesques, mais en même temps qui racontent des choses sur l'absurdité du monde et sur un certain nombre d'éléments sociaux qui vraiment donnent de l'urticaire à ceux qui écrivent, dont Peter Weir pour ce show. Alors comme Le Plombier est un film de télévision, a priori on se dit c'est pas un film très cher. Et le a priori se vérifie, ce n'est pas un film très cher, qui a été tourné en 3 semaines avec peu de comédiens et avec la nécessité d'avoir un appartement qui était customisé pour les besoins du film et sur lequel effectivement on a juste détruit la salle de bain pour les besoins de la bonne cause. C'est un film, pour ma part, que je trouve assez surprenant parce que nous avons un face-à-face entre 2 personnages, entre une jeune femme qui occupe un appartement, son mari étant dans la plupart des cas absent pour des raisons professionnelles, qui occupe cet appartement et qui est universitaire, elle fait des recherches, elle a son bureau, elle travaille, elle écrit, elle lit.
Et à côté d'elle, dans la salle de bain, il y a un plombier qui est en train de faire des réparations. Soi-disant des réparations, en réalité, il est en train de mettre un bazar absolument sans nom, dont on se demande où il va s'arrêter. Il y a quelque chose de la destruction de certains films de Laurel et Hardy, lorsque tout se retrouve absolument sans tarte à la crème, mais avec beaucoup, beaucoup d'eau. Mais ce n'est pas pour autant un film burlesque, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un film qui nous fait danser. Il y a un côté sociologique, il y a un côté psychologique, il y a un côté burlesque, il y a un côté angoisse, il y a un côté... on voit bien que Peter Weir a été un grand fan des films de la Hammer, des Dracula, des Frankenstein, de ce côté un petit peu mutant, de ces personnages hors du commun, isolés. Évidemment, l'isolation est un de ses thèmes majeurs. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux personnages, lorsque le plombier rentre dans l'appartement pour faire ses réparations, d'abord, on ne comprend pas tout de suite qu'il va y rester longtemps, et que ces réparations seront comme un horizon sur lequel on avance et qui par conséquent recule. Mais en même temps, on va le trouver haut en couleur. C'est un plombier qui est aussi chanteur de folk rock. Voilà, un type un peu marginal. I was going okay, going alright. I had everything till I blew it. I mean what I say, babe. Don't get me wrong, babe. I seen the hard roads a calling me, 'cause I'm me, babe. Oh yes I am, I'm just me, babe. Oh don't you turn your back on me, babe. I see you standing in the rain. Et on sent que de sa marginalité, il a la sympathie de Peter Weir, qui probablement était effectivement dans cet état d'esprit à cette époque-là, toutes les années 70 en tout cas. Et peu à peu, on va se dire quand même qu'il est intriguant, peut-être même un peu angoissant vis-à-vis de cette femme. Qu'est-ce qu'il lui veut? Il fait des allusions en disant j'étais en prison. Non, c'est pas vrai. Mais en fait, c'est peut-être vrai. Et quand on lui demande pourquoi, il dit pour viol. Alors évidemment, comme c'est une jeune femme qui lui demande, et en réalité, non, c'était pour rire. Et en fait, c'est entre deux, de la réalité, de c'est pour rire, de je répare réellement, et en réalité, je suis là quand même pour saccager la salle de bain, pour saccager la vie de cette femme, de ce couple, parce qu'évidemment, on peut voir la plomberie comme une métaphore. On ne sait pas sur quel pied danser. Et finalement, c'est apporté au crédit du film. Parce qu'il y a tellement de films où on sait tout d'avance, où au bout de 5 minutes, on a compris de tout ce qui va se passer. Là, honnêtement, on ne sait pas. On ne sait pas. Et au-delà de... Il y a quelque chose de la gaudriole, du film de genre, mais il n'est pas interdit d'y voir quelque chose comme peut-être la relation qu'il y a entre The Servant et son maître dans The Servant de Joseph Losey, cette relation très empoisonnée, très curieuse, très bizarre, dont on ne sait pas qui a la main sur l'autre en réalité. Alors c'est beaucoup moins compliqué, beaucoup moins littéraire que dans un scénario d'Harold Pinter, bien évidemment. Mais c'est pas interdit d'y voir ça. D'autant que je disais que les deux personnages sont très difficiles à cerner, et l'un et l'autre. C'est vrai aussi de cette femme qui semble aimante, fragile, qui a envie d'avoir un couple, enfin voilà, qui a envie que chez elle, ça soit tout bien rangé, propre, etc. Ce que Peter Weir déteste, évidemment. Mais elle est anthropologue. Elle s'intéresse à un certain nombre de peuplades lointaines. Alors, en Nouvelle-Guinée, on parle des derniers cannibales, c'est pas totalement pour rien.
Et là, toute la notion, on ne va pas le développer là, mais toute la notion de nature et de culture chez Peter Weir, qui va être évidente dans Mosquito Coast, enfin bon, etc., est vraiment présente là. D'autant que le mari, lui, n'est pas anthropologue, il travaille, c'est un chercheur dans le domaine de la santé, ce qui en 79 était peut-être moins chaud qu'aujourd'hui, et qui est sur le point d'être nommé à un poste important à l'OMS à Genève, donc de quitter l'Australie, comme l'avait fait Peter Weir. Et donc il est en train de tout mettre, il est très très stressé, c'est pour ça qu'il ne s'occupe pas de sa femme. Et l'un et l'autre donc s'intéressent d'une façon différente à ces peuples-là anciennes, tout en étant des bobos, même si on ne prononçait pas le nom à l'époque, complets, de l'université de Sydney, et qui sont donc totalement à l'inverse de ce plombier sans doute inculte, encore que peut-être pas tant que ça, qui n'a pas une vision du monde aussi vaste et aussi pointue, encore que il a un certain nombre d'idées sur le monde quant à son organisation sociale que peut-être les deux universitaires n'ont pas. Donc, et cette femme, dont on s'attend à tout moment qu'elle se prenne des coups, parce que le film est monté comme ça. Hey! How did you get in here? How did you get in? I called out, the door wasn't locked. Oh my God, you gave me a fright. I said I was sorry. La relation entre les deux n'est vraiment pas si claire. Et c'est le gros avantage de ce film, qui par ailleurs, ne nous le cachons pas, ne nous secoue pas telle une balle de flipper dans tous les sens. Et c'est peut-être d'ailleurs la grande surprise, c'est qu'on s'attend à rentrer dans un film de genre et que d'une certaine manière, Peter Weir s'amuse à ne pas mener un certain nombre de pistes jusqu'au bout. Ça peut être frustrant, ça peut être intellectuellement stimulant également. Alors on peut se demander pourquoi le plombier pour la télévision en 79, alors qu'il avait déjà fait 3 bons films pour le cinéma et des films qui n'étaient pas passés inaperçus. Picnic à Hanging Rock notamment a été un très très gros succès en Australie. Mais il me semble néanmoins qu'il avait gardé un pied à la télévision, il avait gardé un certain nombre de relations et que le projet lui arrivait comme ça, à un moment où il était un petit peu dans un creux. Alors pourquoi un creux ? C'est vrai qu'il y a eu ces 3 films de cinéma qui sont des films purement australiens, qui parlent de l'Australie, qui suintent l'Australie, qui transpirent l'Australie, et y compris un certain nombre de ces névroses. Et les 2 films suivants, que sont Gallipoli et L'année de tous les dangers, sont également des films australiens de production australienne. Néanmoins, c'est des films qui se passent ailleurs, puisque L'année de tous les dangers nous raconte la tentative de coup d'État en 1965 en Indonésie, à travers les yeux d'un journaliste joué par Mel Gibson, et Gallipoli se passe en Turquie, puisque c'est l'histoire de soldats australiens, certes, mais qui se sont battus pendant la Première Guerre mondiale contre l'Empire ottoman. Donc ces 2 films-là sont des films australiens, mais ce sont des films qui ont une autre ampleur, qui ont évidemment un autre financement, et que sans doute Peter Weir a mis un petit peu plus de temps à les monter, ne serait-ce que financièrement, à trouver son envol pour évidemment décupler sa puissance de feu, si j'ose dire. Et comme les 2 films ont plutôt marché, eh bien l'étape suivante a été de carrément
quitter l'Australie, la production australienne, et de faire carrément des films américains. Il s'est installé à Hollywood et il a fait des films américains, le premier étant Witness, avec Harrison Ford, dont on sait que c'est un polar. Puis il a fait Mosquito Coast, qui est plus un film, à mon avis, plus personnel. Je pense qu'il avait fait ses preuves à Hollywood avec Witness, et il avait davantage de la main pour faire Mosquito Coast, qui reprend Harrison Ford, mais dans une texture beaucoup fine. J'aime beaucoup Witness, hein, c'est pas le problème, mais avec des questions un petit peu plus compliquées. Et puis, il y a eu l'énorme succès du Cercle des poètes disparus, à la suite de quoi il s'est un peu diversifié, avec 2 films plus en demi-teinte que sont État second, qui raconte le crash d'un avion et le choc raide sur le plan psychique d'un passager qui en réchappe, et puis Green Card, qui est une comédie qui a bien marché, et ce n'est que par le film suivant que là, il va de nouveau réunir la critique, le public, et vraiment, c'est Truman Show. Et Truman Show est d'autant plus intéressant que finalement, alors c'est l'histoire d'une émission de télé-réalité avec un personnage qui vit dans un monde idéal, tellement idéal qu'il en est à se suicider, tellement tout est propre, souriant, etc. Il y a eu d'autres films sur le thème et c'est un thème formidable. Sauf qu'on se rend compte que finalement, c'est un thème que Peter Weir a abordé dès ses débuts et que c'est ce cauchemar de l'Australie souriante et propre sur elle, c'est quelque chose qui va le tenir pendant toute la première période. Numériquement, ce n'est pas une carrière extraordinaire. Il y a beaucoup de cinéastes qui ont tourné bien davantage, y compris parmi les gens de sa génération. Ses contemporains à Hollywood, c'est Scorsese, De Palma, Coppola, bon, enfin voilà. Et c'est de cette hauteur-là, il n'y a pas de problème. Donc quantitativement, c'est pas... Enfin, mais alors sur le plan qualitatif, il y a un paquet de chefs-d'œuvre absolus et il y a surtout un fil conducteur qui en fait que c'est réellement une œuvre. Et une des plus belles œuvres, effectivement, qui a été signée dans les années 70-80.